Bonjour à tous, je vais vous traiter l'objectif de connaissance, connaître les indications d'imagerie devant un traumatisé du rachis ou vertébromédulaire. C'est l'identifiant 2C334EC-A06 et il y a des items par an, notamment la prise en charge immédiate préhospitalière et à l'arrivée à l'hôpital. Dans un premier temps, je voudrais insister sur le fait que les indications d'imagerie devant un traumatisé du rachis ou un traumatisé vertébromédulaire dépendent du contexte. Chute de sa hauteur, accident à haute énergie, des signes cliniques, et notamment de l'existence de signes neurologiques ou d'une instabilité hémodynamique. Premier cas de figure, qui vous sera traité par ailleurs, la suspicion de fracture ostéoporotique qui concerne le plus souvent une femme âgée chutant de sa hauteur et qui conduit dans un premier temps à un bilan radiographique standard. Ce bilan peut, en cas de fracture, être complété par un scanner rachidien ou une IRM rachidienne, ce qui permet, en fonction des résultats, de poser l'indication éventuelle d'une vertébroplastie, en règle générale réalisée par les radiologues interventionnels. Deuxième cas de figure, il s'agit d'une suspicion de fracture traumatique, a fortiori dans le cadre d'un accident à haute énergie ou d'un polytraumatisme. Et dans ce cas-là, le premier examen réalisé est un scanner, examen réalisé en urgence, et cet examen permet de fournir un bilan exhaustif des lésions traumatiques. Dans ce cadre-là, on ne réalise pas de radiographie standard du rachis car la sensibilité de cet examen est trop faible, alors que la précision diagnostique du scanner est proche de 100%. Le scanner est aisément accessible en urgence, mais pour améliorer la prise en charge, le service de radiologie doit être prévenu en amont de la réalisation de cet examen, dès que possible. Cet examen se réalise chez un patient conditionné, voire l'item prise en charge immédiate préhospitalière et l'arrivée à l'hôpital, et cet examen est réalisé avec un collier cervical rigide ou un matelas coquille. Autre situation, la présence de signes neurologiques suite à ce traumatisme vertébromédulaire. Et dans ce cadre-là, une IRM vertébromédulaire est indiquée à condition de ne pas retarder la prise en charge thérapeutique du patient. Ce n'est pas un examen de première intention et il est discuté avec le neurochirurgien. Enfin, l'IRM peut être indiquée en cas de traumatisme sportif, même en l'absence de signes neurologiques, lorsque l'on suspecte un traumatisme disco-ligamentaire. Voilà les différentes situations cliniques avec les différentes stratégies diagnostiques. Qu'apporte l'imagerie, et en particulier qu'apporte le scanner? Eh bien, l'imagerie permet d'identifier les fractures rachidiennes, de les classer en fonction de leur topographie, et on distingue les fractures de la charnière cervico-occipitale, les fractures de la colonne cervicale moyenne et inférieure, et les fractures de la colonne thoracolombaire. L'imagerie, et en particulier le scanner, permet de classer les fractures selon le mécanisme et le type de lésion, ce qui impacte le traitement. Elle permet de rechercher des signes de gravité et notamment des signes d'instabilité rachidienne. On recherche notamment une fracture du mur vertébral postérieur, un recul du mur postérieur, des signes d'entorse grave, une luxation, une comminution ou une fracture éclatement du corps vertébral, une atteinte de l'arc postérieur. Enfin, et bien évidemment, le scanner permet de rechercher les lésions associées dans le cadre d'un polytraumatisme, et en fait le scanner est un bilan exhaustif qui permet de faire le bilan des lésions vasculaires, osseuses, des organes pleins, des organes creux. Les lésions de la colonne thoracolombaire sont classées selon l'Aospine. C'est la classification qui actuellement prévaut en France. Elle correspond à la classification de Magerle révisée. Cette classification permet de guider la prise en charge thérapeutique selon 3
trois types de critères. Premier critère, le mécanisme lésionnel et la morphologie de la fracture. L'état neurologique, l'existence de modificateurs. Nous allons voir le classement morphologique des lésions dans un instant, mais il est important de noter que l'état neurologique du patient doit être déterminé et ceci doit être précisé avant toute demande d'IRM. Certains facteurs peuvent modifier la prise en charge du patient, comme par exemple une maladie compromettant les capacités de consolidation osseuse, comme une ostéoporose, une spondylarthrite ankylosante. Ces facteurs sont notés dans les critères M. Voyons maintenant la classification des fractures selon leur morphologie et le mécanisme lésionnel. Les fractures les plus fréquentes sont des fractures en compression type A. On distingue les fractures de type A0 qui correspondent à des fractures mineures, par exemple n'affectant que l'épineuse ou un massif transversaire. Les fractures A1 sont des fractures cunéiformes ou affectant un plateau vertébral. Ces fractures sont le plus souvent bénignes, sans déficit neurologique et sans recul du mur postérieur, mais ce sont également les fractures les plus fréquentes et elles ont un potentiel évolutif en syphose important à moyen terme. Ces fractures peuvent être d'origine traumatique ou ostéoporotique. Les fractures de type A2 correspondent à des fractures séparation du corps vertébral. Et les fractures A3 et A4 sont des fractures éclatement, également appelées burst fractures. Ce sont les fractures les plus graves car elles peuvent s'accompagner d'une compression neurologique et il est important pour ces fractures d'apprécier le recul du mur postérieur et la présence de fragments intracanalaires. Les fractures de type B surviennent lors de traumatismes en distraction. Il s'agit de fractures instables et la fracture B1 avec des lésions osseuses postérieures est également appelée fracture de Chance. Les lésions de type C sont les plus graves. Elles se caractérisent par une atteinte des éléments antérieurs et postérieurs par des contraintes en rotation, responsables d'une instabilité dans les plans sagittal, vertical et axial. Au scanner, l'analyse porte sur la fracture, bien évidemment, mais également sur le canal médulaire. Et cette analyse est réalisée sur les coupes axiales et les reconstructions multiplanaires sagittales qui, idéalement, doivent concerner la totalité du rachis afin de pouvoir les localiser précisément, détecter les anomalies transitionnelles et ne pas méconnaître des lésions qui pourraient sortir du champ d'exploration. Le rétrécissement canalaire est le plus souvent lié à un recul du mur postérieur, plus rarement à une fracture déplacée de l'arc postérieur ou à un effet coupe-cigare lors des luxations rachidiennes. Les lésions du complexe ligamentaire postérieur est un facteur d'instabilité et il est suspecté devant une augmentation de la distance interfacétaire, de la distance interépineuse supérieure à 7 mm, une augmentation de 2 mm de l'espace interlamaire, devant une fracture du processus épineux et bien évidemment devant une subluxation d'un corps vertébral de plus de 2 mm par rapport aux vertèbres adjacentes. En cas de signes neurologiques, l'IRM peut montrer à la phase aiguë une compression des structures neurologiques par des éléments osseux, une compression des structures neurologiques par un hématome épidural, une contusion de la moelle épinière qui se traduit par des plages floues hyperintenses en T2 au sein d'un cordon médulaire élargi, et enfin une section médulaire. Voici quelques exemples qui illustrent cette présentation. Vous voyez sur l'image de gauche une reconstruction multiplanaire sagittale qui permet d'explorer la totalité du rachis dans le cadre de l'exploration d'un polytraumatisé. Et vous pouvez observer une fracture éclatement de la vertèbre L1. Vous voyez qu'il existe de multiples fragments. La deuxième image
montre en fait un zoom, un agrandissement sur la fracture. Vous voyez ces multiples fragments ces fractures correspondent à un type A4, une burst fracture, avec un recul du mur postérieur et notamment un fragment, c'est la flèche jaune, dans le canal rachidien. L'imagerie 3D en l'occurrence permet de bien comprendre le type de fracture, mais il n'est pas du tout nécessaire à la prise en charge du patient. Ce type de reconstruction est en général disponible pour tout patient polytraumatisé. Sur la coupe axiale, les flèches rouges vous montrent également l'éclatement de la vertèbre avec ses multiples fragments qui se répartissent autour du corps vertébral. Deuxième exemple, une burst fracture de type A4 de la vertèbre L1 chez une patiente de 40 ans. Notez là aussi le recul du mur postérieur. Vous voyez le dépassement en arrière de la ligne jaune sur la reconstruction sagittale. Et notez également tous les traits de fracture qui permettent de caractériser la burst fracture. Donc vous voyez que dans le cas présent, il existe un recul du mur postérieur. On doit suspecter une contusion médulaire et s'il existe des signes neurologiques, ou en tout cas avant tout traitement particulier, une IRM médulaire est indiquée. Et l'IRM médulaire, la voici, avec notamment des coupes sagittales en pondération T1 et en pondération T2. Vous notez l'œdème de la moelle osseuse de la vertèbre L1 qui témoigne de la fracture récente. Vous notez le recul du mur postérieur et vous notez également, c'est la flèche rouge, un hypersignal au sein du cône terminal qui permet de porter le diagnostic de contusion médulaire. Voici maintenant des exemples de fractures ostéoporotiques. Il peut s'agir de fractures d'un plateau, en général du plateau supérieur, des fractures des deux plateaux. Il peut s'agir d'une fracture cunéiforme antérieure, ce qui aggrave en règle générale la syphose dorsale des patients. Il peut s'agir d'une fracture séparation, encore appelée split fracture. Il peut s'agir d'une fracture en galette. Il peut s'agir également d'une fracture avec une nécrose centrocorporéale qui se caractérise en règle générale par la présence de gaz au sein de la vertèbre, ce gaz permettant également d'affirmer la bénignité de la lésion. Voici les principaux éléments que je tenais à vous présenter et les points clés que vous devez retenir sont les suivants. Le scanner est un examen de première intention, c'est l'examen de première intention pour explorer le rachis traumatique. Il doit être réalisé chez un patient conditionné avec un collier cervical rigide ou un matelas coquille. L'IRM est incontournable en urgence dans le rachis neurologique si elle ne retarde pas la prise en charge thérapeutique du patient. Le radiologue intervient également dans la prise en charge thérapeutique, en règle générale après concertation pluridisciplinaire, car il pratique dans certaines indications des vertébroplasties. Vous reverrez ce traitement dans les indications thérapeutiques. Les indications de la vertébroplastie concernent les fractures stables et sans déficit neurologique. Merci, bon courage.